Eh bien, bienvenue, bienvenue. On va essayer de commencer avec une méditation, si vous voulez. Une méditation avec une posture confortable. Ah, l'instant, il est presque fini normalement, mais après, un peu de... C'est un médicinal. Il donne mal au crâne, mais il aide les autres. Ils s'en vont. C'est Agathe, quelque chose. C'est là, presque fini. La réveil des morts. Ok. Il des morts. Ah bah non, c'est ça. Tout le monde est là. On parlait de l'encens, hein, ne vous inquiétez pas, on parlait de l'encens. Ok? Oui, ouais, c'est très bien. Il y en a qui ont fait de beaux rêves. Coucou, Salut. Eh bien, ça a salut, démarré. Alors, bienvenue pour la méditation. On super. va essayer d'avoir une posture la plus appropriée possible, avec le dos le plus droit possible, avec de la flexibilité, pas de crispation, tranquille, confortable. Et puis, on va essayer de poser notre esprit aussi tranquillement pendant quelques instants. Ensuite, vous pouvez visualiser votre source de refuge, quelle qu'elle soit, votre archétype préféré, quel qu'il soit, les qualités que vous souhaitez cultiver, etc., pour le bien de tous les êtres. Vous pouvez les visualiser sous la forme de votre maître racine si vous en avez un, sinon sous la forme d'une sphère de lumière, comme vous voulez, dans l'espace en face de vous, à une distance pas trop loin, à une distance d'une constellation longue, et à la hauteur de l'entre-sourcil. Et puis, une dimension pas trop grande pour éviter la dispersion mentale. Et si c'est votre maître racine, vous pouvez le visualiser sous sa forme habituelle, ou alors sous la forme de Bouddha Shakyamuni, ou sous la forme de la déité, comme vous voulez. Et bien sûr, tous les êtres autour de vous, sans qui nous ne serions rien, nous dépendons de plein de choses de leur part. Ouais, tous nos vêtements, nos boissons, nos nourritures, nos logements, tout ce précieux corps humain est totalement dépendant de tous les êtres sans exception. Vous pouvez visualiser autour de vous un monde inconcevable jusqu'aux confins de l'espace. Et vous pouvez cultiver l'impartialité infinie, vous dire que tous les êtres sans exception sont exactement comme nous, pas plus ni moins, ils souhaitent être heureux, échapper à la souffrance. Et puis, cette heureux depuis des temps sans commencement, elle n'y arrive pas depuis des temps sans commencement. Se persuader de trouver le bonheur là où se trouve la souffrance. Se persuader que blesser autrui, se mettre en avant, etc., l'égocentrisme, c'est la source du bonheur, alors que c'est tout le contraire. Se laisse influencer depuis des temps sans commencement, exactement comme nous, par toutes ces afflictions, l'ignorance, la colère, l'orgueil, la jalousie, la convoitise.
et agissent souvent sous le coup de ces afflictions, agissent physiquement, verbalement, accumulent des karmas, contaminés, non vertueux la plupart des cas. En ayant cette nature fondamentale extrêmement bienfaisante, extrêmement pure, tous les êtres ont le potentiel d'obtenir la perfection, la félicité, le bonheur infini. Nous pouvons leur souhaiter cultiver la bienveillance infinie, puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. De penser au bonheur temporaire, de la santé, la sécurité, la renaissance supérieure, les possessions, l'écoute, le confort, même pour penser au bonheur stable et définitif, la libération et l'éveil. Donc, vous pouvez bien sûr envisager les causes du bonheur. Le bonheur ne vient pas du ciel, il dépend de causes correspondantes. Vous pouvez visualiser que vous envoyez des rayons lumineux dans toutes les directions. Et qu'à l'extrémité de ces rayons lumineux, vous vous manifestez pour aider les êtres à cultiver les causes du bonheur temporaire, les actes méritoires, l'éthique, l'abstention des négativités. Et aussi que vous exposer, vous aider à développer les causes du bonheur stable et définitif, la libération et l'éveil. Les trois entraînements supérieurs, à l'éthique, la concentration et à la sagesse, les perfections, le yoga de la déité, etc. Visualiser que tous les êtres se joignent à nous dans ce développement de bodhicitta, cette aspiration à développer la perfection intérieure pour les mondes, pour les êtres, le bonheur infini, la félicité, l'éveil, le réveil définitif du sommeil de l'ignorance. Si vous voulez, on peut verbaliser cela avec cette prise de refuge, si vous le souhaitez. Sangye Chulang, Soki Cholam La, Changyo Ba, Dan, Tetsu Chi, Dadi Jinzo Gi Be Sok Nam Gi,
Voilà, bence sangue dolaylı sangue çölonsa çölonda kendi obadı da derdi söyledi sokmanın dola bence sangue dolaylı sangue çölonsa çölonda kendi obadı da derdi söyledi sokmanın dola bence sangue dolaylı et donc en français, en le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil je prends refuge par les accumulations issues de ma pratique de la générosité et des autres perfections qui servent d'obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et notre maître était extrêmement satisfait, c'est ce dont il rêve pour nous depuis les 400 commencements, que nous nous dirigeons vers le plein épanouissement de notre nature foncière, de notre nature fondamentale, le plein épanouissement de la nature fondamentale de tous les êtres. Donc, pour renforcer, stabiliser, bénir cette attitude, mettre en lumière, à rejoindre le sommet de notre tête, le sommet de la tête de tous les êtres, et vient se fondre en nous comme une coton de neige à la surface de la terre. Donc, on peut simplement baigner cette atmosphère, cette grande simplicité naturelle, la conscience à l'instant présent. Vous souhaitez vous méditer sur la vacuité de cette conscience à l'instant présent. Quand vous souhaitez, vous pouvez sortir de cette méditation en ayant la conviction que tous les phénomènes existent comme un arc-en-ciel. C'est un vide mais apparent, apparent mais vide. Merci beaucoup. Ok, très bien. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé hier? C'est facile. Comme ça, Nirvana. Enfin, pas Nirvana, c'est comme ça. Samsara, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, Samsara? C'est une affiche sur les toilettes des hommes et des femmes. Il y a Sam et il y a Sarah. Ah, pardon, est-ce que... Excusez-moi, Il dit une bêtise. Il dit une bêtise. Il dit parce que l'histoire j'étais en il train dit l'histoire d'écouter des Alex. toilettes Sam Sarah. Ah, Sam et Sarah. Ah oui, oui, ça, Voilà. dans ce Voilà. magnifique livre, si vous ne l'avez pas lu, il est magnifique. Ça s'appelle Éveiller le Bouddha qui est en vous, de Lama Suryadas. Et il dit qu'à un moment donné, ils avaient un centre de retraite dans l'Himalaya, je ne sais plus où exactement. Et ce centre de retraite, bien sûr, avait des toilettes. Et donc, ils ont appelé les toilettes pour hommes Sam et les toilettes pour femmes Sarah. Sam, Sarah. Ça, c'est super. C'est un souvenir, un rappel incroyable. Hein, un souvenir de ce Ah, que c'est c'est. marquant. J'ai pas trop envie Caca, de le faire à la maison. caca, karma avec les chats. Et donc, sinon, c'était la jonction récurrente avec des agrégats contaminés. C'est tout. Sous le pouvoir du karma et des cléchas, du karma et des émotions malsaines, exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. Voilà. Très bien.
Et donc, ensuite, on a parlé donc, des agrégats. Bien sûr, les agrégats, c'est facile, hein. Vous avez la liste parfaite dans le bon ordre, sans regarder les notes, comme hier. Pareil, c'est les mêmes qu'hier. Bon, sensation, identification, facteur Exact. composé et conscience. Magnifique. Ok, très bien. Et donc, on avait combien de types de formes? 11. Exactement. Très bien, donc ça c'était facile. Il y avait les formes, on peut dire les formes grossières ou visibles, les formes externes, formes visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles, et les formes internes, les facultés qui appréhendent, qui permettent de mettre en contact nos consciences avec les objets des sens. Ouais. Ok, donc facultés visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Et il y a des formes qui ne sont pas visibles, ouais, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, des formes non révélatrices. Ouais, donc les vœux, par exemple, les vœux qu'on a, les vœux de libération individuelle, les vœux de bodhisattva, etc. Ok, très bien, très bien. Et ensuite, on a dit les sensations, on a combien? Trois, qui sont agréables, désagréables, neutres, que trois. Il n'y a pas de sensation visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale? Non, non, parce que. Non, pourquoi? Ok, donc ça veut dire que la sensation est uniquement mentale. Ça veut dire que, ok, c'est un facteur mental. C'est un facteur mental. Ça, on est d'accord là-dessus. C'est un facteur mental. Et on a dit, ça fait partie des 5 facteurs mentaux omniprésents. Ils sont là dans n'importe quelle conscience. Donc même les consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Donc on a aussi des sensations visuelles, sensations auditives, sensations olfactives, sensations, etc. Ce qu'on a dit, c'est ce qui permet à la conscience d'expérimenter ces objets. Donc, si on a une conscience visuelle qui n'aurait pas de sensation visuelle, c'est une vraie question. Non? Ouais. Ok. Par exemple, spontanément, vous voyez un truc qui vous plaît, la couleur qui vous plaît, etc., ou un truc, ou un tableau d'Annick, hop, tout de suite, vous avez une sensation visuelle plaisante. Ouais, vous voyez une tanka, par exemple, vous voyez votre maître, l'image de votre maître, l'image d'une personne que vous aimez, tout simplement, hein. Hop, tout de suite, vous avez une sensation visuelle plaisante. Ouais. Ah, il y a aussi, oui, aussi, oui. Armstrong, en premier. Ouais. Alors, l'intuition, il y a des intuitions qui pourraient être catégorisées dans de la clairvoyance, donc dans des perceptions directes mentales. Et après, il peut y avoir des intuitions fausses. Parfois, on se dit, on a un pressentiment, on se dit, tiens, il y aura une place de parking libre, en fait, il n'y en a pas, ou inversement, ah non, il n'y en aura pas, puis en fait, il y en a eu. Donc, des fois, on a des intuitions fausses et on peut avoir l'intuition, c'est une palette de nuances extrêmement vaste. Ça peut aller jusqu'à la clairvoyance, jusqu'à une connaissance valide de l'esprit de quelqu'un, etc., etc. Alors, on dira que quand on a une perception directe, cette perception directe, elle implique la conscience principale, donc le dernier des agrégats, l'une des 6 consciences, et aussi les facteurs mentaux. Là, par exemple, si on a une sensation visuelle, cette sensation visuelle qui appréhende le bleu, cette sensation visuelle est aussi une perception visuelle. Ouais, tout ce qui est, si cette conscience visuelle appréhende un objet, tous les facteurs mentaux qui sont associés à cette conscience appréhendent aussi l'objet. Ouais. Alors, la conscience mentale et les facteurs mentaux associés à cette conscience mentale. Ouais. Alors, ça pose question parce que quand on dit, oui, la 6e conscience, c'est difficile de dire que c'est un sens. Pourquoi? Parce que souvent, quand on distingue toutes nos consciences, soit elles sont sensorielles, soit elles sont mentales. Et donc, si on dit une conscience mentale, elle n'est nécessairement pas sensorielle. Donc, c'est difficile de dire que c'est un sens si c'est pas sensoriel. Mais c'est un sens dans le sens où ça nous aide à appréhender l'univers. C'est ça que ça veut dire, d'une certaine manière. Oui, oui. Ouais, justement, quand on parle de sensation, c'est ça le ressenti. C'est ce qui permet à la conscience d'appréhender ces objets. Ouais. Et donc, il y a ces sensations neutres,
agréables, désagréables, etc., qui sont associés à cette perception qu'on a, que ce soit une perception mentale, ou que ce soit une perception visuelle, auditive, etc. Ouais, ouais, oui. Ouais. Oui, quand c'est mental, oui, ça peut, une perception mentale directe peut appréhender une forme, une vraie forme obstructive, etc. C'est tout à fait possible. Par exemple, une clairvoyance, quelqu'un qui est capable par exemple, dans la tradition Nyingma, par exemple, il y a les Telten, des pouvoirs de trésor. Ouais, donc ils ont une clairvoyance, ils savent qu'il y a un enseignement qui est caché derrière un rocher et ils trouvent le texte. Ouais, donc ils sont capables de percevoir ça. Donc c'est leur conscience mentale qui est capable de percevoir une vraie forme obstructive, etc. Mais quand on parle, par exemple, d'autres types de clairvoyance qui sont, par exemple, connaître l'esprit d'autrui, dans ce cas-là, forcément, la personne ne connaît pas une forme, puisque l'esprit de quelqu'un, c'est pas de la forme. Donc ça dépend, en fait, de quel type de perception mentale on parle. Ouais. C'est complexe, en fait, hein, la psychologie bouddhiste. Hein, elle est extrêmement sophistiquée. Ok, très bien, très bien. Donc on a dit, alors combien de types de sensations on a? On a dit alors? Deux, trois? On a changé d'avis. Il peut tenir son point de vue, le défendre jusqu'à l'os. Ça dépend. Ouais. Oui, oui, alors quand on parle, oui, et il y a agréable, désagréable neutre, visuel, agréable, désagréable neutre, auditif, etc., etc. Donc ça donne 18 plus la conscience mentale. Par exemple, si tu te souviens d'un bon souvenir, un souvenir de ton enfance qui te plaît, un super souvenir, etc. Par exemple, grimper dans le cerisier, l'esprit de tes murs, etc. Un super souvenir d'enfance. Et donc là, tu as une sensation plaisante, mentale. Ouais. Et donc 3 fois 6, 18. Ou 6 fois 3, 18. Ça joue ou pas? Facile. Ok, très bien. Après, dans les textes de psychologie, il parle des sensations matérialistes, sensations non matérialistes, etc. Mais là, c'est plus compliqué. Très bien. Et donc, après, il y a les identifications. C'est pareil. L'identification, c'est ce qui permet à la conscience d'identifier le haut du bas, le rouge du bleu, etc., etc. Donc, on a des identifications visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. Il y a des identifications conceptuelles et non conceptuelles. Ouais. Donc, si elles sont conceptuelles, c'est que dans la conscience mentale. C'est que la conscience mentale qui peut penser. Ouais. OK. Très bien. Ensuite, on a dit les facteurs composés, ça c'était plus compliqué, non? Non, ah non, c'est derrière, c'est facteurs composés. Non, les facteurs associés. Donc, exactement, voilà. Et c'était ça. Comme quoi, ça vaut la peine de réviser, de faire des révisions, non? Donc, forcément, des fois, vous avez l'impression que je radote, que je dis toujours la même chose, mais finalement, c'est pas si inutile que ça. Non, les facteurs composés, c'était quoi? Associés et non associés. Associés à quoi? À la conscience, exactement. Les 49 autres, exactement. Dans cette liste très arbitraire, d'une certaine manière, elle est arbitraire parce que c'est une liste qui nous permet de comprendre quelles sont les émotions qu'on a, quelles sont celles qu'on peut développer, celles qu'on peut abandonner, etc. Ouais. Ok, très bien. Et il y a les composés non associés. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Ça montre quoi l'hiver? Le temps, une journée, ce qui n'est ni forme ni matière. Donc, une corne de lapin? Une corne de lapin, mais ni forme ni matière. Donc, c'est quoi? Alors, le corps de lapin, c'est un non-existant. Donc, ça ne peut pas être de la forme et de la matière. Donc, si on dit juste ni matière ni conscience, ça peut renvoyer au non-existant. Ah, par contre, si on dit, alors une corne de lapin n'est ni matière ni conscience. Donc, c'est un composé non associé? Il n'existe pas, donc ça ne peut pas. Ah, un existant qui n'est ni matière ni conscience. Donc, l'espace est un composé. Il est permanent. Et qu'il est permanent, il n'est ni forme ni matière. Un impermanent, exactement. Ouais, c'est là où on apprend justement les nuances. Ça, c'est super. Un impermanent qui n'est ni matière ni conscience.
Ouais, sujet, grand rôle, une chose qui n'est ni forme ni conscience. Ouais. Donc, quand on dit une chose, littéralement, ça veut dire un phénomène impermanent dans le bouddhisme. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Ok, très bien. Donc, par exemple, qu'est-ce qui fait partie de nos agrégats et qui n'est ni de la matière ni de la conscience? Ok. Oui, pardon. Le discernement, alors ça, c'est un facteur mental, c'est l'identification. Discrimination, identification, c'est pareil. Alors, c'est un facteur mental. Si c'est un facteur mental, c'est, c'est, c'est de la conscience. Exactement. Un facteur mental, d'où son nom, c'est un événement cognitif. Ouais. Alors, la question, c'était quoi la question? Oui, exactement. Quels sont parmi nos agrégats ce qui n'est ni matière ni conscience? Il n'y en a pas? Exactement. Aussi. Donc, il n'y en a pas. Ah, le moi. Alors, certains vont dire en effet que ça ne fait pas partie des agrégats, certains vont dire qu'on inclut la personne dans les composés non associés. Mais on pourrait dire nos graines, les graines karmiques, les graines des afflictions. On a dit c'est des potentialités. Ça fait partie de nos agrégats, puisque c'est en dépendance de nos graines aussi que ça fait partie des agrégats. Alors, c'est un agrégat aussi. Oui, c'est un agrégat aussi, puisque comme l'avait dit Jeff Hawkins dans le texte hier, il avait dit que toutes les formes et chacune de leurs instances font partie de l'agrégat des formes, les identifications et chacune de leurs instances, etc. etc. Donc, chacune des illustrations de ces agrégats fait partie des agrégats, est un agrégat. Donc, ah si. Alors, 5, tu peux les diviser. 5 tas constitués de plein de granulés. Ouais, on avait dit les 11 types de formes, par exemple. Donc, l'agrégat des formes, c'est un agrégat, mais toutes les 11 formes font partie de l'agrégat des formes. Forme interne, forme externe, etc., etc. Les identifications, on a dit 18. Donc, chacune de à chaque instance de ces 18 sensations fait partie de l'agrégat des sensations, est un agrégat de la sensation. Ouais. Et donc, les graines karmiques, les graines des afflictions, etc., ça fait partie de notre continuum. Mes graines karmiques, elles ne se trouvent pas sur la table ou dans votre continuum à vous. C'est mes graines karmiques à moi. C'est moi qui les possède. C'est à moi de les traiter. Hein. Alors, elles se trouvent dans la conscience, mais est-ce qu'elles sont de la conscience pour autant? La conscience. Ça, c'est du Jean-Claude Van Damme. Non, parce que justement, c'est des graines. Si elles avaient germé, elles seraient conscientes. Enfin, on serait conscient. Oui, c'est inconscient. On peut dire que, d'une certaine manière, ce sont les graines des afflictions, ce sont des afflictions dormantes, ouais, latentes. Ouais, ce sont des potentialités de ces afflictions. Par exemple, en ce moment, on n'est pas en colère, on n'est pas dans le ressentiment, etc., etc. Mais on n'est pas libéré de la colère pour autant, ouais, parce qu'on ne les a pas abandonnées, ces graines. On les a toujours dans notre continuum. Il suffit qu'il y ait des conditions qui favorisent la survenue de ces graines et de ces afflictions, et ça y est. Ouais, donc c'est pourquoi elles sont dans notre continuum, ces afflictions, mais elles ne sont pas nécessairement manifestes. Si elles ne sont pas sous forme manifeste, elles sont sous forme de dormance ou de latence. Et donc, une latence, une potentialité, c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Qui se trouve dans la conscience, qui est transité par la conscience d'une certaine manière, mais qui n'est pas de la conscience. J'arrive vers toi ici aussi, ouais. Pardon? Alors, c'est un existant imputé, mais là, c'est complexe. Ces notions d'existence substantielle, existant imputé, c'est très, très complexe. Là, ça nécessite plusieurs classes pour qu'on voit de quoi il s'agit. Oui. Par exemple, est-ce que cette tasse est impermanente? Est-ce que ici, vous avez devant vous se trouve la tasse et l'impermanence de la tasse? L'impermanence, c'est quoi? Est-ce que c'est impermanent? L'impermanence est impermanent. OK. Et
Alors, c'est pas qu'un concept, puisque c'est le changement continu de cette tasse. Ça change d'instant en instant, elle change d'instant en instant. Un concept, c'est autre chose. Ça veut dire que si on ne pense pas à l'impermanence de la tasse, si c'était un concept, la tasse deviendrait permanente. Donc, ça veut dire que l'impermanence de la tasse, elle existe dans la tasse, dans l'entité de la tasse, son impermanence. Or, l'impermanence, c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Donc, la tasse qui est de la forme, avec cette tasse, il y a un composé non associé, qui est son impermanence. Et pourtant, ce composé non associé n'est pas de la forme pour autant. Mais les deux sont une même substance, sont une même nature. Comme le temps, exactement, la durée de cette tasse, c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience, et qui existe avec cette tasse, mais qui n'est pas cette tasse. Parce que cette tasse, c'est de la forme. Alors la vacuité sera permanente, ça sera autre chose. Ouais. Ok. Ouais. Ouais, nous, on n'avait même pas encore. Oui, Christine? Ouais, écoute, je pensais juste au dernier instant d'une graine, avant Le qu'elle dernier devienne instant de une vie. pousse. Quelque part, c'est aussi un facteur composé non associé. Puis c'est l'énergie, enfin, c'est la potentialité de la graine qui fait pousser la pousse. Donc, quelque part, enfin, je fais une analogie là avec le Alors, dernier instant de la graine. oui. Il y a pas de gap hein, entre la graine et la pousse. C'est la potentialité qui transmet ça, mais ça, c'est aussi quelque part, c'est aussi un facteur composé qui n'est pas associé. Puis c'est un dernier instant. Alors, si c'est un instant, c'est récemment de la durée du temps. Et du temps, Ouais. c'est quoi? C'est un composé Ben, non associé. voilà, c'est ça, mais c'est ça que je veux dire, justement. Enfin, je fais une analogie avec ça, avec ce dernier instant, si tu veux. Après, c'est comme la graine karmique qui germe, enfin, qui tout à coup a les causes et conditions qui font que. Oui. Enfin, voilà, je sais pas si tu as compris ce que je voulais dire, mais. Ah, j'essaie de comprendre. Et on dit, Non, mais il y a le cause-effet, mais en fait, c'est le facteur, le dernier instant qui va. Ben, oui, il y a la transition qui se fait instantanément, quoi, d'un truc à l'autre. ouais. Parce que si on parle d'instant, on est nécessairement de durée. Et une Ouais, durée, c'est un impermanent ouais, qui n'est ni forme ni conscience. Donc, si ouais. on dit l'instant de la graine et l'instant de la pousse, les deux sont des composés non associés. Oui, oui. Mais si tu veux, l'un passe à l'autre. Mais, Moi, c'est la la compréhension, graine, si tu veux, de la graine karmique qui tout à coup a les causes et conditions pour a reason, pour germer. oui, Et puis que c'est grâce à ce potentiel, en fait, qui était latent, mais qui tout à coup a trouvé l'énergie. En fait, oui, ça crée l'énergie qui fait jaillir, qui fait, voilà, oui. qui fait réaliser l'effet. Et voilà. Une graine karmique, c'est une potentialité, donc c'est de Voilà. l'énergie, c'est Voilà. difficile de dire que ce serait de la forme. Ouais. Une information d'une certaine manière, ouais, c'est le même Ouais. principe. Comme dans la physique quantique, c'est un peu le même principe. C'est de l'information qui est là. C'est Ouais. une potentialité qui est là. Ouais, et après, en fonction de certaines causes et conditions, ça devient soit un électron, soit etc. etc. Ouais. Et c'est difficile de dire exactement quel est le contenu de cette information, ouais, parce Ok. que justement, c'est une forme de conscience. Mhm. OK. Donc après, ça pose plus de questions pour les consciences. Par exemple, quand vous êtes endormi hier soir et votre conscience visuelle, par exemple, elle a disparu ou pas? Est-ce que votre conscience auditive a disparu, a cessé d'exister ou pas? Si c'était possible, comment est-ce qu'on aurait pu entendre le tonnerre? Ou est-ce qu'on aurait pu entendre le réveil ce matin? Si notre conscience auditive avait disparu totalement. Elle est en latence, elle est en veille. C'est un petit peu ça qu'on dit, non? Et donc, si elle est en veille, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement non existante. Sinon, personne n'entendrait son réveil. On aurait tous une excellente raison de dire à son patron, bah, je suis arrivé en retard, j'ai pas entendu le réveil. Il dirait, bah oui, moi c'est pareil. Ouais. Donc, ça veut dire que notre conscience auditive existait toujours, mais sous forme de potentialité. Ouais. Or, une potentialité n'est pas de la conscience. C'est là où ça pose question. Ouais, hier, on a dit Achyala Dharmakirti, le grand épistémologue bouddhiste, disait Namshini Banamshiki Nyalami Pechi Anju. Il est aussi établi que ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. Et donc, ça veut dire que là, on a une graine de conscience auditive qui n'est pas de la conscience et qui, malgré tout, va donner une conscience. Donc, c'est là où ça pose question. Ah, ça pose question. Oui. Amara.
La même conscience cognitive latente, Alors là, c'était la conscience mentale. c'est la conscience mentale. Ouais, exactement. Alors, par exemple, quand on a dans la tête, par exemple, un solo de guitare de David Gilmour, au hasard, hein. Est-ce que c'est du son? Exactement. Alors, la clairaudience, d'une certaine manière, la personne entend un son très très loin. Mais c'est pas sa conscience auditive. Par contre, c'est bien un son. Alors que là, c'est pas un son qu'on a dans la tête. Ouais, comme dans Camelot, quand à un moment donné, il a la ritournelle dans la tête toute la journée, etc. Quand le roi Arthur a un truc dans la tête qui lui tourne toute la journée. Quand vous avez une musique qui vous traîne dans la tête, ce n'est pas une musique. Ce n'est pas un exactement, c'est un souvenir. C'est conceptuel. Donc, c'est un petit peu comme dans le rêve, sauf que dans le rêve, il y a des débats par rapport à ça. Certains vont dire que le rêve est nécessairement non conceptuel. D'autres vont dire que le rêve est conceptuel. Donc, après, moi, j'ai tendance à dire qu'il y a les deux, un petit peu les deux. Mais en tout cas, c'est nécessairement pas un son. C'est ça qui est bizarre. Voilà, par exemple, imaginons, vous voulez donner un nom. Vous avez, par exemple, un nouveau petit chien, etc. Et vous voulez lui donner un nom. Ou, je sais pas, moi, quelqu'un dans la famille qui a un chat, etc., qui vous demande, tiens, est-ce que tu aurais un nom à lui donner, etc. Dans votre tête, vous cherchez un son, d'une certaine manière, mais c'est pas un son. Vous cherchez un nom, un prénom, etc. Mais c'est pas en réalité un prénom. C'est un concept. Ouais, ça pose question. Ok, très bien. Donc, en effet, cette question-là des graines, c'est là où ça peut, en effet, parfois, on peut avoir des débats là-dessus. On se dit, ok, quand on dort, nos consciences sensorielles sont inopérantes. Il n'y a que la conscience mentale qui est opérante. Ouais. Malgré tout, nos consciences sensorielles n'ont pas disparu pour autant. Sinon, personne ne pourrait à nouveau voir des formes au réveil, entendre des sons, etc. Donc, elles sont sous forme de graines, de latence. Mais ces latences ne sont pas de la conscience. Et pourtant, elles produisent de la conscience. Donc, c'est là où ça peut poser question. Voilà, je vous laisse réfléchir. Mm. Ouais. Ouais. Ben, si on disait ça, ça veut dire que la table, c'est de la conscience. Ça veut dire que, et donc, ça veut dire que si on se tape le pied dans la table, non seulement nous, on souffre, mais elle aussi. Mais ta conscience très dense. Oui, mais elle souffrirait de toute façon, elle appréhenderait ces objets. Alors, il y a quelque chose de lié à ça que mentionne Sesante dans Samsara, Nirvana and Buddha Nature sur la production de l'univers. Mais sans dire que la forme serait de la conscience. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est une explication du point de vue tantrique. On va dire que même dans le Dzogchen, on trouve ça, par exemple, dans les souhaits de Samantabhadra, à un moment donné, dans le 9e chapitre, il y a cette mention-là, ouais. Quand il y a marqué une base, deux voies, deux destinées, magie de lucidité et d'ignorance. Ouais, donc ça, c'est juste magnifique. Et donc, ça veut juste dire que si on est ignorant de notre véritable nature, etc., on a à nouveau donc, le karma, les afflictions, etc. Et ça fait en sorte que le souffle extrêmement subtil qui est associé à la conscience extrêmement subtile va se cristalliser. Là, oui, ça peut être une explication comme ça, à partir de la lumière vers des choses plus... Mais dans ce cas-là, on est dans le règne de la forme. Même le souffle extrêmement subtil sera considéré comme de la forme, pas de la conscience. Mais intimement lié à la conscience. C'est pour ça que les grands yogis, par exemple, Acharya Chandrakirti, pouvaient dessiner une vache sur un mur et traire cette vache pour nourrir tous les moines de Nalanda. C'est parce qu'en maîtrisant les souffles internes, on peut maîtriser les souffles externes. Les éléments internes, les éléments externes ont un lien très intime
Et donc, si la personne arrive à maîtriser ces éléments internes, elle peut maîtriser les éléments externes. Ouais. Comme Neo, exactement, dans Matrix. C'est un peu le même principe. Donc, dans ce cas-là, en effet, le souffle extrêmement subtil qui va se cristalliser dans les éléments grossiers, etc., ce n'est pas de la conscience, mais c'est intimement lié à la conscience. C'est toujours de la forme. C'est toujours de la forme. Très subtil. Qui permet la cristallisation des formes extrêmement grossières, etc. Et même la sublimation des formes extrêmement grossières, par exemple dans le corps d'arc-en-ciel, etc., le corps de lumière, le Golden Rinpoche, etc., qui pouvaient résorber ces éléments grossiers dans les éléments subtils et en réalité ne même pas avoir besoin de passer à travers la mort. Ou multiplier des poissons. Ah non, ça c'était dans quel... multiplier des pains peut-être, non? Hein, aussi des poissons? Ok. Donc des fish and chips. C'était l'ancêtre des fish and chips. Fish and bread. Ok. Oui, exactement. Mais en fait, on peut le faire, on peut manipuler la matière par la conscience. Par exemple, quand je bouge ma main, je manipule la matière grâce à ma conscience. C'est moi qui décide de bouger ma main. C'est extrêmement basique, hein. C'est sûr que c'est pas aussi poétique que... Mais malgré tout, c'est possible. Alors, pour revenir aussi un petit peu à la question à Christine, Vous entendez ce qu'on dit à côté ou pas? revenir Dans à la salle, pas du tout. Non. la Mouvement, pas un brin. conscience. L'instant d'après, elle mûrit et elle devient de la conscience. C'est quoi la réponse? Comment quelque chose qui n'est pas de la conscience peut donner de la conscience? C'est quoi la réponse? Alors, ce qui n'est pas de la conscience peut donner de la conscience. Par exemple, comme on a dit hier, la tasse, si elle n'était pas là, on n'aurait pas de conscience visuelle à prendre de cette tasse. Donc, la tasse est l'une des conditions de cette conscience visuelle. Et pourtant, elle est matérielle et la conscience visuelle est immatérielle. Donc, l'une peut être la cause de l'autre. L'une qui est matérielle est la cause de la conscience qui est immatérielle, mais n'est pas la cause substantielle. C'est là où ça fait toute la différence. Mais une grève, c'est une cause substantielle. Alors, c'est là où il faut débattre. Ah, C'est là où il faut débattre. C'est là où il faut se poser des questions. Je ne vous les donnerai pas aujourd'hui. C'est à vous de réfléchir. Faut réfléchir, hein? Ok, très bien, très bien. Et donc, on a dit, ok, donc les facteurs composés, donc nos graines, les graines karmiques, les graines des afflictions, ça fait partie de nos agrégats, mais c'est des agrégats non formels. C'est pas de la forme et c'est pas de la conscience. Donc, ça fait partie des facteurs composés, tout simplement. Et le dernier agrégat est six consciences. Ouais, conscience sensorielle et conscience mentale. Ok, donc c'est ça qu'on a dit. Et nos agrégats sont contaminés. Ils sont contaminés par quoi? Par le Covid, par la grippe, par le karma avec les chats et surtout les chats. Et surtout les afflictions. Et parmi les afflictions, surtout l'ignorance fondamentale. L'ignorance qui saisit en soi. C'est surtout ça, le contaminateur ou la contamination principale. Ouais. Et donc, contaminé, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on trouve dans un texte sur les écoles philosophiques de Quenchon Jimé Wangpo. Il donne la définition de contamination, de phénomène contaminé. Il dit, Nipa dans Tsundan Braru, Yugone Sapa Gesuru et Chude. Et donc, il dit, c'est un phénomène qui est susceptible d'accroître les contaminations, soit en étant un objet d'observation, soit en étant un facteur mental. Donc, un phénomène, je vais répéter, un phénomène qui est susceptible d'accroître les contaminations, donc accroître les afflictions, soit en étant un objet d'observation, soit en étant un concomitant, donc en étant un facteur mental. Oh là là, c'est compliqué. Et donc forcément, vous avez la définition d'un phénomène non contaminé. C'est un petit peu de mal. Ni pas dans le sondage, dans le ça pas sur Miro et Chede. C'est beaucoup plus facile. C'est Alors, pour les prasangika, d'une certaine manière, on pourrait dire, oui, pour les prasangika, la contamination, ça peut être l'apparence des distances inhérentes et ça peut être aussi la conceptualisation. Pourquoi pas l'apparence dualiste? Mais ici, c'est un truc assez général qui va être applicable à
à beaucoup d'écoles philosophiques. Si on ne nuance pas avec les Prasangika, avec l'apparence d'existence inhérente, etc., dans ce cas-là, c'est pour toutes les écoles, la plupart des écoles vont dire un phénomène, dès l'instant où il est en tant qu'objet d'observation ou en tant que facteur mental, est susceptible d'accroître les afflictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jolies fleurs, eh bien, puisqu'elles sont jolies, moi, je vais développer de l'attachement. Et donc, elles sont contaminées. Désolé, hein, Nathalie. Tu ne le savais pas. Donc, tu m'offres des fleurs contaminées. Mais non, c'est pas la vision des fleurs. Elles sont contaminées, pourquoi? Parce qu'elles sont en tant qu'objet d'observation. En tant qu'objet d'observation. Oui, d'accord. Et donc, on va dire que exactement, exactement, tout ce qui nous apparaît en tant qu'être ordinaire, pas en soi, exactement, à cause de nous, d'une certaine manière. Et à cause de nous, exactement. Comme disait Spinoza, hein, nous n'aimons pas les fleurs parce qu'elles sont belles parce que nous les aimons. Ça, c'est magnifique, j'adore cette phrase. Hein? Oui, Exactement. Oui, mais si après on commence à dire que les femmes sont contaminées, là, ça va plus aller. Pour les fleurs, ça se dit plus facilement. Pardon. Oui, quand on parle des on parle de conscience mentale. si c'est l'esprit. Hein. Alors moi, je ne fais pas la différence. Parce que moi, la conscience mentale, c'est pas Ok. la conscience mentale, c'est un agrégat grossier qui s'apparente à l'esprit dans mon existence actuelle, contaminée, mais qui n'est pas l'esprit. On dit que l'esprit est au-delà de tout ça, est au-delà des consciences, au-delà des concepts. Ça ne peut pas être l'esprit. Alors, ça dépend des contextes. En général, la plupart du temps, dans la plupart des traités de psychologie, on va dire que chitta, l'esprit, euh, mental, manas et vijnana, conscience, sont équivalents. Ouais, sont équivalents. Donc, chitta, l'esprit, ou sem, tibétain, manas ou yi en tibétain, et conscience, namche, les trois sont équivalents. Ouais. Et donc, ça veut dire que en général, on parle de conscience principale, l'une ou l'autre des consciences principales, soit une conscience sensorielle, soit une conscience mentale. Ouais. Mais, en effet, après, il y a, par exemple, dans la tradition Nyingma, on pourrait dire que il y a la conscience et il y a la sagesse. La conscience ou l'esprit, c'est l'esprit grossier, comme toi tu le dirais. Et la sagesse, Rigpa, ce n'est pas de l'esprit, ce n'est pas de l'esprit contaminé, c'est une sagesse. Et donc, c'est pourquoi il serait prêt à dire qu'un Bouddha n'a pas d'esprit. Un Bouddha n'a pas de conscience. Un Bouddha n'a que de la sagesse. Mais après, exactement, mais ça c'est dans le contexte spécifique du Dzogchen. Mais après, si on débat, on va dire, OK, la sagesse, c'est quoi? C'est quoi sa définition à la sagesse? Est-ce que c'est clair et cognitif? Est-ce que ça connaît ces objets? Si c'est clair et cognitif, eh ben, c'est la définition de la conscience. Donc, une sagesse est nécessairement une conscience. Une conscience top niveau. Exactement. Ouais. Une conscience extrêmement subtile, extrêmement pure, extrêmement non contaminée, etc. Moi, j'étais arrivé à cette conclusion parce que une conscience conceptuelle, elle est forcément une structure, un équilibre, et puis la conscience pure, a toujours été claire et sensible. Oui. Nous, dans le contexte actuel, l'école ne l'a pas. Ouais. Mais même la conscience conceptuelle, on pourrait dire. Alors, Ça, quand on dit, ça peut pas être conscience mentale. quand on dit conscience mentale, c'est pas la même chose que conscience conceptuelle. Quand on dit le mental en psychologie bouddhiste, mental égale conscience. Ça ne veut pas dire égale intellect. Ouais. Nous, en Occident, quand on dit le mental, ah, t'es trop dans le mental, etc., ça veut dire que t'es trop dans les proliférations conceptuelles, trop dans l'intellect. Or, en philosophie bouddhiste, une conscience conceptuelle est nécessairement intellectuelle, mais une conscience mentale ne l'est pas nécessairement. On pourrait dire une conscience conceptuelle est nécessairement une conscience mentale, mais une conscience mentale n'est pas nécessairement une conscience conceptuelle. Et donc, il y a des consciences mentales directes, les clairvoyances, les consciences
yogique, etc., où la personne réalise directement la réalité, etc., c'est une conscience mentale qui réalise la vacuité. Ça ne peut pas être une conscience sensorielle, c'est pas possible. Mais c'est extrêmement subtil. Exactement, c'est l'éveil d'un Bouddha, sa sagesse éveillée, etc., c'est une conscience mentale. Mais c'est le top niveau de la conscience mentale. Et elle est nécessairement pas conceptuelle dans le cas d'un Bouddha. C'est pas la même qui dit, waouh, une sœur là, c'est super, mais c'est une chose. Alors, oui et non, parce que la conscience d'un Bouddha ne va pas penser. Ne va pas penser, ah, ces fleurs, elles sont super, même si elles sont contaminées. Pour le Bouddha, elles ne le seront pas. Parce que pour le Bouddha, elles ne seront, comme on disait tout à l'heure, ça dépend de la personne. Pour le Bouddha, les fleurs ne sont pas contaminées. Elles sont contaminées pour nous. Ouais. Nécessairement. Les consciences visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles ne peuvent pas penser. Ouais. On pourrait dire que oui, on a des degrés, mais même au niveau de la conscience mentale. Donc on dira par exemple que les consciences sensorielles sont plus grossières que la conscience mentale. La conscience mentale est nécessairement plus subtile. C'est pour ça qu'elle n'est pas si évidente que ça à observer à la première personne. Parce qu'elle est plus subtile et la plupart du temps, on est tous pris, la plupart du temps, dans la conscience sensorielle. On voit, on entend, on ressent, on sent, etc., on goûte, etc. Donc la plupart du temps, on est dans les consciences sensorielles. Pourquoi? C'est pas si évident que ça d'observer la conscience mentale à l'instant présent. Ouais, parce qu'elle est plus subtile. Et ensuite, il y a les consciences mentales grossières, subtiles et extrêmement subtiles dans les tantra supérieurs. Il y a ces trois niveaux-là. Ouais. Et donc, quand on parle de la continuité de la conscience, avec la citation d'Acharya Dharmakirti qui dit que ce n'est pas de la conscience, ne veut pas être la cause substantielle de la conscience, il parle d'une conscience mentale subtile. Parce qu'il y a des consciences mentales grossières qui, forcément, ont un continuum qui s'arrête. Par exemple, si vous pensez à ces fleurs, et après vous arrêtez de penser à ces fleurs, et bien la conscience conceptuelle qui pensait à ces fleurs, c'était de la conscience mentale. Or, elle va cesser quand vous allez penser à autre chose. Donc, son continuum aura cessé. Or, quand on parle de la continuité sans début ni fin de la conscience, c'est nécessairement pas une conscience mentale grossière. C'est nécessairement une conscience mentale subtile. Ouais. Ok, c'est cette même conscience mentale qui est là, même par exemple dans certaines expériences scientifiques. Par exemple, j'avais entendu parler de quelqu'un qui avait été opéré du cerveau et qui, l'électroencéphalogramme était presque plat, mais après la chirurgie, la personne avait des souvenirs immenses de ce qui s'était passé ou même de choses comme dans un rêve. Or, l'électroencéphalogramme aurait dû marquer, bah, tiens, ça c'est la période onirique, sommeil paradoxal, tiens, ça c'est le sommeil profond, etc. Mais en fait, non, ça ne l'a pas marqué. Donc, ça veut dire qu'il peut se passer des choses dans la conscience qui ne se passent pas dans le cerveau. Donc, c'est là où on peut faire la distinction entre les deux. Oui. Oui. Oui, si on dit ça, si on dit que notre moi, j'essaie de répéter parce que tout le monde n'entend pas sur Internet, si on dit que notre moi, ce serait cette conscience extrêmement subtile, ça pourrait poser question. Ça pourrait poser question, parce que ça voudrait dire que le moi, si on le cherche véritablement, si on le soumet à l'analyse ultime, si on le met dans la machine à rayon X ultime, on le trouverait. Et donc, si on trouve le moi à l'issue d'une recherche ultime, ça veut dire quoi? Qu'il aurait une existence ultime, qu'il aurait une existence absolue, inhérente, intrinsèque de son propre côté. Alors, ça ne peut pas être la conscience extrêmement subtile parce que le moi est une simple imputation en dépendance de cette conscience extrêmement subtile. Et il n'est pas cette conscience extrêmement subtile, mais il ne peut pas exister en dehors de cette conscience, si elle n'existait pas. Exactement. Parce que le moi n'est pas qu'une conscience. Le moi, c'est une personne. Or, une personne n'est pas une conscience. Ouais. Une personne peut être assise, peut être debout, peut faire du sport, etc. Mais est-ce qu'une conscience peut être assise? Est-ce qu'une conscience peut être debout? Une conscience est immatérielle? Alors, tu as une conscience, c'est un moi appareil. Ah oui, puisque le moi est désigné indépendamment. Par exemple, on ne dira pas qu'il y a le moi de la table. La table n'a pas de moi, ce n'est pas une personne. Ce n'est qu'une table. On peut la scratcher, on peut lui dire des gentils mots, etc., mais ça ne va rien changer pour elle. Ouais. Les tables ne sont pas des objets de compassion dans le bouddhisme.
Les fleurs ne sont pas des objets de compassion. Les êtres sont des objets de compassion. Parce que les êtres ont un moi. Certains sont observent en effet, un individu qu'un observateur observe. Donc, automatiquement. Alors, pas nécessairement, par exemple, on regarde des fleurs, on n'est pas en train de se dire, tiens, j'ai une conscience qui regarde des fleurs. On n'est pas nécessairement en train de conceptualiser. Non, ils ne disent pas, mais les mois se créent en même temps. Alors, le moi n'est pas nécessairement. Alors, le moi, de toute façon, ça dépend de quel type de moi on parle. Si on parle de moi conventionnel, la simple personne qui existe. Maintenant, Si on parle d'un moi inhérent, ça n'existe pas. Ça ne peut pas se créer parce qu'il n'existe pas. Le simple moi, de toute façon, il existe, de toute façon. Conventionnellement. C'est-à-dire que même quand on n'y pense pas, même quand on est dans le sommeil profond, on existe, on continue d'exister, j'imagine, j'espère. Par rapport à la personne qui ne serait pas la conscience subtile. Ouais. Parce que, alors je ne sais pas, oui, parce que. Alors ça, on aura largement le temps de voir ça au cours des. On aura 2 modules sur la vacuité finalement, au lieu d'un. On aura 2 week-ends sur la vacuité parce qu'on s'est dit hier, un week-end ne va pas suffire, vu que vous êtes tellement sharp, tellement smart, qu'on va se dire, finalement, vous aurez tellement de questions vachement difficiles qu'un seul week-end. Qu'un seul week-end ne suffira pas. Donc, on aura 2 week-ends sur la vacuité, on aura largement de revoir ça. Entre-temps, vous pouvez bien sûr lire Se voir tel qu'on est, par exemple. Se voir tel qu'on est de Sainte Dalai Lama. C'est un magnifique texte sur la vacuité. Il y a plein de livres comme ça. Se voir tel qu'on est, c'est juste magnifique. Il y a aussi, il y en a d'autres, mais celui-là, il est vraiment passionnant et très clair en même temps. Donc, entre-temps, si vous pouvez vous préparer pour l'automne, pour l'automne prochain, pour novembre-décembre, essayez d'entrer dans Se voir tel qu'on est, ça va vous aider énormément. Après, il y a d'autres textes, bien sûr, mais celui-là en particulier est vraiment très utile. Ok, très bien. Donc, en effet, ce qu'on a dit hier, c'est que, en effet, on s'était posé, je crois que c'était Greg qui se posait la question par rapport au Vedashika, comment est-ce qu'il pourrait penser que le moi s'arrête quand les agrégats s'arrêtent, parce que, en effet, le moi peut très bien être considéré comme étant le composite des agrégats. Comme une table est considérée comme étant l'ensemble de ses parties. Une table, c'est l'ensemble de ses parties. C'est un tout, et qui a 5 parties. En gros, on va dire 5 parties. Ouais, 4 pieds, un plateau. Pourtant, 1 n'est pas égal à 5, sauf pour Jean-Claude Van Damme. Parce que lui dirait 15, c'est 1 et 5. Ou 51, c'est 5 et 1. Mais en réalité, rien ne peut être à la fois 1 et 5. Ouais. Donc les Vaibhashika vont dire oui, en effet, 1 n'est pas égal à 5, mais dépend des 5. Ouais, donc la personne est le composite des agrégats et l'ensemble des agrégats, un ensemble de 5 agrégats. Donc c'est pas si idiot que ça. C'est même très, très juste d'une certaine manière. Ouais. Et malgré tout, ils ne vont pas aller jusqu'à dire que la personne est l'ensemble des 5 agrégats et les 5 agrégats en même temps. Parce que comme on a dit hier, il y a des agrégats qui sont de la forme, et il y a des agrégats qui ne sont pas de la forme. Et on ne peut pas être à la fois de la forme et de la non-forme. Ça n'est pas possible. On ne peut pas être à la fois de la conscience et pas de la conscience. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce que disait Alfred de Musset. Il faut bien qu'une porte soit ouverte ou fermée. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Ouais. Donc, soit on est de la forme, soit on n'est pas de la forme. On ne peut pas être à la fois de la forme et de la non-forme. Et donc, en effet, la personne ne sera pas considérée comme étant ce qui est à la fois de la forme et de la non-forme, même chez les Vaibhashikas. Mais les Vaibhashikas sont prêts à dire que la personne est un tout composé de 5 agrégats. Dans ce cas-là, oui. Et nous, on serait capable de l'accepter. On accepte. Qui ça, nous? Les Prasanghikas diront non. C'est chiant, hein, parce que c'est comme les pépins de tomates. Pour les Prasanghikas, c'est comme les pépins de tomates. Si vous essayez de les piquer à la fourchette, à chaque fois, ils vous fuient. À chaque fois, c'est pareil pour les Prasanghikas. À chaque fois qu'on est persuadé d'avoir trouvé le truc, finalement, on n'arrive pas. Plus on cherche, moins on trouve pour les Prasanghikas. Moi existe simplement fonctionnellement, il y a bien un moi qui est là tout de suite. Oui. Ah, mais tout à fait, on est tout à fait d'accord. Dire, ok, ça n'existe pas ultimement, ça n'existe pas de façon inhérente, c'est tout quand même.
Comment Exactement. ça libère alors? Exactement. C'est Je ne sais pas comment ça libère. C'est quoi le pouvoir magique de dire ça n'existe pas, il ne fait pas ça, merde. Non, non. il y a des jobs. Il y a des jobs. Alors, alors ça, on y reviendra. Hein. On ne peut rien trouver ultimement. Pour les Prasangika, hein, pour les non-Prasangika, ils peuvent trouver. Ils sont capables de trouver. Ça ne les gêne pas aux entournures de pouvoir trouver quelque chose. Et ils sont obligés de trouver quelque chose, sinon ils seraient nihilistes. Si on disait, OK, vous soumettez la table à l'analyse ultime, vous la mettez dans une machine à rayons X ultime, qu'est-ce que vous trouvez? Ben, des molécules, etc. Est-ce que des molécules, c'est une table? Non. Et donc, pour les Prasangika, impossible de trouver une table ultimement. Pour les autres, oui, ils vont dire, bah, c'est la configuration. C'est la configuration, la façon dont les parties sont assemblées. C'est ça la table. Et d'une manière spontanée, on a tendance à se dire ça. C'est l'ensemble, exactement. Oui, alors l'imputation elle-même, c'est compliqué, parce que l'imputation, par exemple, Ariana Gardiner, dans le Katatastava, dit, à la strophe 7, il dit, si le feu était le mot feu, on se brûlerait la bouche en disant feu. Ah, c'est magnifique, c'est un génie. J'adore. Et c'est ce qu'on trouve à la fin de Se voir tel qu'on est aussi. Sa sainteté dit ce n'est pas qu'une simple application, parce qu'il y a un sutra, Lupali Paripreksha Sutra, qui dit Kalpavashena Vikalpituloka. Il dit le monde existe au travers d'une simple imputation conceptuelle. Et sa sainteté dit ce n'est pas que l'imputation, il faut l'interpréter d'une certaine manière. Et il prend l'exemple de cette citation d'Ariana Gardiner qui dit si le feu était le mot feu, on se brûlerait la bouche en disant feu. Et donc, ce n'est pas que l'imputation elle-même, mais ça existe au travers d'une simple imputation conceptuelle. Donc ça, on le verra à l'automne, en novembre-décembre. Oui, c'est le nirvana naturel. C'est pour ça que je voulais en revenir là-dessus. On raccroche les wagons. C'est qu'il y a plusieurs types de nirvana. Ça veut dire que quand on comprend notre véritable nature, c'est quoi les agrégats, etc., on analyse. C'est ce que dit Ariana Gardiner. Il dit si le mirage était de l'eau, plus on s'en rapproche, on devrait voir de l'eau. Ouais. Il me dit, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? C'est exactement ça. Ça veut dire que quand on analyse notre situation actuelle, notre samsara, etc., c'est à cause de quoi? À cause de notre ignorance fondamentale qui adhère à l'apparence, qui prend l'apparence pour la réalité. Ouais. OK. Et donc maintenant, on se dit, maintenant, si l'apparence était vraie, plus on va se rapprocher de ça, plus on devrait valider ça. Or, c'est tout le contraire. Plus vous allez analyser la façon dont les choses semblent exister, dans la façon dont le moi semble exister quand on est quand on est chafouin, quand on est critiqué, complimenté, quand on a peur de perdre sa vie, etc., qu'on est au bord d'un précipice, etc., on a ce sentiment du moi extrêmement exacerbé. Ce moi semble exister de manière si solide et concrète et réelle et absolue, etc. S'il existait vraiment, plus on va le chercher, plus on devrait le trouver. Alors, c'est tout le contraire. C'est là où vacuité et vacances ont la même racine. C'est magnifique. C'est tout le contraire. Oh là là, ok. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on analyse notre véritable nature, si on observe vraiment la façon dont on semble exister à ce moment-là, on va avoir des vraies vacances. On va avoir le nirvana, la libération. On va se départir du samsara. Et donc, c'est pourquoi il faut aller au-delà de l'apparence, essayer d'observer est-ce que l'apparence correspond à la réalité. C'est exactement le principe. Ouais. Et donc, certains vont dire que la vacuité des phénomènes, c'est le nirvana naturel. C'est l'un des nirvanas. Mais c'est une division terminologique. Ça veut dire quoi, une division terminologique? Oui, exactement. C'est une façon de parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que marche sur la charbon, j'ai plus de mal à cette terminologie. Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que c'est une façon de parler. Ouais. Par exemple, on a les fleurs artificielles et les fleurs naturelles. Vous êtes d'accord? C'est une division terminologique. Pourquoi? Parce que les fleurs artificielles ne sont pas vraiment des fleurs. C'est une façon de parler. Une vraie fleur, c'est l'organe reproductif d'une plante. C'est ça, une fleur, normalement.
Et donc ici, c'est une fleur artificielle. Comment est-ce que ça pourrait reproduire une plante, donner un fruit, etc. C'est pas possible, puisque c'est une fleur artificielle. Vous êtes d'accord? Ça ressemble à une fleur, mais c'est pas une fleur. Donc on l'appelle fleur. Ouais, on dit c'est une fleur artificielle, une fleur décorative, etc., etc. Très bien. Et donc c'est une division terminologique. C'est juste une façon de parler en tibétain pour parler, pour dire c'est une façon de parler, tout simplement. Ouais. Ok. Et donc le nirvana naturel, on l'appelle nirvana, mais n'est pas un nirvana. C'est exactement le même principe. Le nirvana naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les phénomènes, et en particulier l'esprit, parce qu'on parle surtout de la vacuité de l'esprit dans ce cas-là, c'est le fait que tous les phénomènes, et notre esprit en particulier, ont toujours été pacifiés, donc nirvanés, par rapport à une existence absolue, par rapport à une existence indépendante. C'est-à-dire que tous les phénomènes, depuis toujours, depuis leur existence, ont toujours été dénués d'existence absolue. C'est ça que ça veut dire, et en particulier l'esprit. Ouais, donc souvent on dit le samsara et le nirvana c'est pareil. Par exemple, dans le Yukti Shastika, le Yukti Shastika de Nagarjuna, dans les 60 ans, les 60 stances de raisonnement, où il dit en effet que ultimement il n'y a aucun moyen de distinguer les deux. Ça veut dire que la véritable nature du samsara, c'est quoi? C'est sa vacuité. Le samsara est vide d'existence inhérente, comme tout le reste. Il est vide d'existence absolue. Et donc, son vide d'existence absolue, c'est son nirvana. C'est exactement ça que ça veut dire. D'une certaine manière, c'est ça. D'une certaine manière, c'est ça. Si on dit là, on inclut nécessairement l'autre. Alors, en fait, on pourrait dire que la vacuité du samsara, c'est pas nécessairement son contraire, mais c'est l'absence de samsara absolu. C'est-à-dire que le samsara n'a jamais existé de manière indépendante, puisqu'il dépend. Il dépend de quoi? Karma avec les chats. Ouais, il dépend du fait d'accumuler du karma à cause des émotions malsaines, etc. Et donc, c'est ça, ces récurrences d'agrégats contaminés, etc. Ouais. Ok. Et donc, ça veut dire que puisque le samsara dépend de ses causes respectives, il est totalement dénué d'existence indépendante, puisqu'il dépend. S'il dépend, comment est-ce qu'il pourrait être indépendant? Que ce soit l'un, soit l'autre, comme la porte ouverte et fermée de Alfred de Musset. Ok. Et donc, c'est pourquoi on dira que la véritable nature du samsara, c'est le nirvana. Mais pourquoi? Parce qu'on parle d'un nirvana naturel qui n'est pas vraiment le nirvana. Par contre, si nous, on soumet notre samsara, donc nos agrégats, etc., à l'analyse ultime, on va réaliser la vacuité de tout ça. Et donc, si on réalise la vacuité de tout ça et qu'on la réalise directement, on va se diriger vers le vrai nirvana, la vraie libération, qui n'est pas que la simple vacuité, qui est une réalisation. Ça veut dire qu'on n'a plus du tout, on ne vit plus le samsara, on ne vit plus le cauchemar samsarique. C'est ça que ça veut dire. C'est ça un vrai nirvana, non? Ouais. Conventionnellement, Alors, si la personne réalise le nirvana, elle n'est plus dans le samsara, elle cesse d'exister pour elle. Si on est dans la bonne santé, est-ce qu'on est dans la maladie? Si on est en bonne santé, on n'est pas malade. Alors, les vérités conventionnelles ne peuvent pas disparaître parce que ce sont des existants. Exactement, mais plus pour toi. Si tu es en bonne santé, tu n'es pas malade. Mais la bonne santé est désignée en dépendance de la maladie puisque c'est son opposé. Ça ne veut pas dire que les deux doivent coexister en toi. Camille aussi voulait. Oui, en fait, de manière permanente, ça pose question parce qu'une réalisation est nécessairement impermanente puisque c'est un état de conscience. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que la personne qui réalise directement la vacuité, c'est les Aryas qu'on avait eu hier, la grenouille en train de méditer, etc. Et les Aryas, ce sont des personnes qui réalisent directement la vacuité. C'est plus conceptuel. Nous, on peut à la rigueur essayer de la comprendre conceptuellement, même si c'est déjà difficile. Mais eux, ils ont une réalisation directe. Exactement comme nous, on voit la paume de notre main, eux verraient mentalement directement leur vacuité, etc. Et donc, forcément, dans ce cas-là, ils ont une réalisation irréversible. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus devenir des non-Aryas, des personnes ordinaires. Ils ne peuvent que progresser vers la libération et l'éveil. C'est définitif, c'est irréversible. Chil ne dort pas en tibétain. C'est irréversible, c'est ça que ça veut dire. C'est pas permanent, c'est définitif. Ouais. Ok. Alors, pour les Theravada, ils diront qu'ils ont un aperçu du nirvana.
ils ont un aperçu du nirvana. Dans le Theravada, au Sri Lanka, au Laos, etc., ils diraient ça. Dans le Mahayana, on dirait que c'est assez similaire si on parle du nirvana naturel. Parce qu'on parlera de la vacuité dans ce cas-là. Il y a une réalisation directe de la vacuité. Ouais. Alors, les arias. Ok, les arias, c'est quoi? J'ai des diapos, mais est-ce que vous voulez faire une pause avant? Oui. Et après, il y a le vrai nirvana. C'est la Alors, pause, ça, le vrai nirvana. Après la pause, c'est la cause et effet. oui. Non, mais la vraie nirvana, c'est la pause elle-même. Hein, quoi? Le Le vrai nirvana, nirvana, c'est la pause elle-même. ah bah, merci, c'est super. Non, mais je rigole. Ça veut Je dire que taquine. la classe, c'est le samsara. C'est Non, co-operative. Merci. Donc, non, C'est non, pas équilibre du tout. coopératif. Non, Donc, il y a non, alors, il y a je une suis division terminologique, comme on a dit avant la pause. Une division terminologique entre nirvana naturel et nirvana. Le vrai nirvana, on ne l'appelle pas vrai nirvana, mais on dira nirvana résiduel, nirvana non résiduel et nirvana non statique. Trois types de nirvana qui sont des vrais nirvana. Ça, on y reviendra juste après. Ok, à tout à l'heure, non, 7 minutes 25. Merci. Ok, donc on a parlé en effet de se voir tel qu'on est. En anglais, c'est How to see yourself as you really are. Ouais, très, très bonne traduction. Il y a juste une petite coquille dans la version française. On donné que sa sainteté dit quand on commence à obtenir shamatha, on ressent une sensation au niveau du sommet du crâne. Il dit qu'il n'est somme toute pas désagréable. Et en français, il y a marqué qui est désagréable. Donc il y a juste cette coquille-là, mais sinon tout le reste, ça va. Et il y a aussi comprendre la voie médiane de sa sainteté. C'est les enseignements qu'il a donnés à Nantes en 2008. Donc il y a beaucoup d'explications par rapport à tout ça. C'est très intéressant, très détaillé par rapport aux 12 liens de production d'électrons. En fait, il commente les 3 chapitres importants du traité racine de la médiane d'Ariana Nagarjuna et un texte sur les écoles philosophiques de Guru Rinpoche. Ok, très bien, très bien. Et donc, on a dit, ok, il y a une division terminologique entre le nirvana naturel et nirvana. Et donc, ça dépend des différents types de voies. Quand on parle de nirvana résiduel, nirvana non statique, etc. Et donc, j'ai quelques diapos si ça vous dit. Si vous avez envie de voir des effets spéciaux. Je vais vous montrer le nirvana. Ok, très bien. nirvana en 3D. Nirvana. C'est visible, c'est un objet visible, le nirvana. On va voir. Normalement, non. Non, ouais, voilà. C'est exactement parce que ça peut être la vacuité, ça peut ressembler à ça. Donc, vous savez très bien que dans la tradition bouddhiste, il y a ces différents objectifs. Ah ouais, vous pouvez vous décaler si vous voulez pour voir. Ah, très bien. Ok, ok. Donc, soit on veut obtenir la libération personnelle parce qu'on a vu à quel point le samsara, c'était un marécage horrible et on veut se libérer soi-même. Donc, on veut obtenir la libération personnelle. Soit on veut aider tous les êtres à échapper à ce marécage. Vous êtes d'accord? Ok, très bien, très bien, très bien. Et donc, c'est pourquoi on parle du véhicule de libération individuelle, le Pratimoksha Yana, qu'on appelait avant, comment avant on l'appelait? Hinayana. Ah, c'est horrible. Ah, caca. Hina- Hinayana, ça veut dire petit véhicule, ça veut dire les petits joueurs. C'est horrible. C'est horrible, donc on ne dit plus ça. On ne dit plus ça. On parle, par exemple, Sainte Dalai Lama parle de tradition pali, par exemple, parce que le véhicule fondamental est surtout mis à l'écrit dans la langue pali. C'est pourquoi on parle de la tradition pali aussi, alors que la tradition sanskrite, c'est celle qui parle du Mahayana. Pourquoi on dit Mahayana? Ça veut dire quoi? Grand véhicule, pourquoi c'est grand? Exact. Ça implique tous les êtres sans exception. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a obtenu la libération individuelle qu'on appelle un arat, quelqu'un qui a obtenu la libération individuelle ne puisse pas aider d'autres êtres. Ça ne veut pas dire ça. Il peut aider d'autres êtres. Il peut enseigner à d'autres êtres. Il peut leur dire, tiens, si tu veux obtenir la libération individuelle, tu dois pratiquer l'éthique, la concentration, la sagesse, etc. Tu obtiendras le nirvana individuel. Ils peuvent le faire. C'est tout à fait possible.
Sauf que il n'a pas la capacité d'aider tous les êtres sans exception. Seul un Bouddha peut le faire. Ouais. Ok. Est-ce que ça vous parle déjà cette distinction? Très bien. Oui. Si. La libération personnelle. Ouais, exactement. Exactement, tout à fait. Parce que libération, c'est moksha en sanskrit. Moksha et nirvana, c'est équivalent. Ouais, donc, quand on dit prati moksha, la libération individuelle, ça revient à obtenir un nirvana individuel. Ouais. Ok, et donc ça revient à obtenir l'état d'arat. Ouais, c'est exactement pareil. L'état d'arat, nirvana individuel, libération individuelle, c'est kiff-kiff. Ouais. Ok, donc soit on veut obtenir le nirvana individuel, soit on veut obtenir l'état de Bouddha. Donc on veut obtenir le nirvana non statique, la grande libération. Pas la libération, la grande libération. D'ailleurs, qu'on a éliminé tout ce qu'il fallait éliminer. Non seulement les afflictions et leurs graines, mais aussi les empreintes des afflictions. Donc non seulement le voile afflictif, mais aussi le voile cognitif. Non seulement ce qui empêche d'être libéré, mais en plus ce qui empêche l'état d'omniscience. Oui, exactement. L'état de Bouddha, c'est toujours pour le bien de tous les êtres. C'est nécessaire que ce soit pour le bien de tous les êtres. Parce que ça nécessite de développer bodhicitta. Bodhicitta, c'est ce qu'on a essayé de méditer ce matin. C'est quoi bodhicitta? Esprit d'éveil. Ouais, ça veut dire aspirer à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Il y a nécessairement cette double aspiration. Vouloir accomplir le bien de tous les êtres, c'est la motivation principale, c'est vouloir aider tous les êtres sans exception. Et la motivation secondaire, c'est qu'est-ce que je dois faire pour ça, pour obtenir l'éveil. Ouais, ça joue. Waouh, magnifique. Et donc, vous vous demandez, bien sûr, forcément, pourquoi il y a deux arats. Non, vous vous en foutez. Voilà, vous dites, mais il fait des répétitions. Il radote. Je dis, Je sais. Ouais, je sais. oui, il y a deux arats parce qu'il y avait Pratika Bouddha et les Paraka. Exactement. Il y a les Pratyeka Buddha, les Shavaka. Ouh là là, ça fait du vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Fondamental, les auditeurs et les parcours. Donc, il y a deux voies. En fait, il y a trois voies en tout. En réalité, oui. En réalité, il y a trois voies. Ça veut dire que, oui, les Bouddhas par soi, ou les... Exactement, tout à fait. Ça veut dire qu'Arat, soit on est Shravaka Arat, donc c'est un auditeur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui obtient la libération personnelle au bout de 6 ou 7 existences. Ouais, ça peut être au bout de 3 existences. Et donc, il y a peu de mérite. Parce que forcément, en 3 ou quelques existences, on n'a pas le temps d'accumuler beaucoup de mérite. Ouais. Il y a beaucoup de sagesse et peu de mérite, exactement, tout à fait. Et donc, ils obtiennent la libération individuelle en ayant peu de mérite, donc en ayant moins la capacité d'aider les êtres. Par contre, les Pratyeka Bouddha, eux, c'est au bout d'une centaine d'ères cosmiques qu'ils obtiennent l'état d'Arat. Et donc, au cours d'une centaine d'ères cosmiques, ils ont le temps d'accumuler beaucoup de mérite. Ouais. Et on les appelle les réalisateurs solitaires. Pourquoi? Parce qu'ils font la prière d'aspiration, se dire, dans ma dernière existence, quand j'obtiendrai l'état d'Arat, quand j'obtiendrai le nirvana personnel, je n'aurai pas d'enseignant. Et donc, ils obtiennent l'éveil par eux-mêmes. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu des maîtres au cours des vies passées. Mais au cours de la dernière vie, ils n'ont pas de maître. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors, c'est un peu bizarre parce que ce Pratyeka Bouddha, c'est vraiment un type de personne dont on ne parle pas beaucoup et qui est assez spécial. Ils disent, j'obtiendrai l'éveil là où il n'y aura pas de Bouddha. Parce que les Bouddhas, en fait, leur font de l'ombre, d'une certaine manière. Les Bouddhas ont tellement de qualités immenses, etc., que quand quelqu'un est sur le point d'obtenir l'éveil dans un monde, les Pratyeka Bouddha, ils vont ailleurs. Ils déménagent. Alors, c'est parce que tout simplement, ils n'ont plus la capacité d'aider les êtres. Quand il y a un Bouddha pleinement éveillé qui a tellement de capacités, c'est comme si on essayait d'allumer une bougie en plein soleil. Est-ce qu'on la voit, la bougie? On la voit à peine. Ouais. À d'autres êtres. Donc, ils ont une forme d'impartialité extérieure. Ils veulent aider les êtres là où il n'y a pas de Bouddha qui sont manifestes. Donc, d'une certaine manière, c'est pas très compatissant. Ouais. Oui, exactement. Tout à fait.
Mais c'est vraiment ça, parce que j'avais dit dans le week-end, c'est que Piccolana, c'est dans un endroit, enfin, il n'y a pas de Bouddha, Oui, et c'est les êtres qui se réalisent, même s'il n'y a pas de Bouddha, dans un temps où il n'y a pas de Bouddha, dans un endroit où il n'y a pas de Bouddha. exactement, c'est les Pratyeka Bouddha. Voilà, Ouais. mais c'est pas forcément que parce qu'il y a un Bouddha à un endroit, ils s'en vont, ils vont à un endroit où il n'y a pas de Bouddha. Oui, alors, C'est simplement, il il y a n'y a ça pas de aussi. Bouddha dans l'univers cosmique, Il y a, il y a ça qui aussi. se réalise comme ça, parce que Il y a ça aussi. y a ça À un aussi. moment, il y a ça aussi, il y a les deux. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, ils ont une centaine d'ères cosmiques de mérite, donc ils ont plus la capacité d'aider les êtres, ils peuvent aider les êtres, ils peuvent leur enseigner de manière non verbale, etc. Donc, ils ont plus la capacité d'aider les êtres que les Shravakaras. C'est ça la différence. Ouais. On pourrait dire que les deux ont obtenu le bac, mais il y en a un qui a eu le bac avec mention. C'est comme ça que Venerable Geshe Gensen a mentionné ça à Nalanda. Mais non, il y en a un qui a le bac, les deux ont le bac, ils ont la même réalisation, ça veut dire qu'ils n'ont plus de voile afflictif, ils n'ont plus de la colère, les graines de la colère, ils n'ont plus d'affliction ni leurs graines, mais il y en a un qui a plus de mérite. Ouais, c'est juste ça la différence. Et les Bouddhas, il y a une immense différence, ils ont le voile cognitif, donc ils sont omniscients. Alors, comme on avait dit une fois dernière, quand on avait eu le module sur les trois joyaux, il y a beaucoup de débats sur l'omniscience des Bouddhas. Donc, on va peut-être pas y revenir, parce que ça peut être un peu plus complexe, mais il y a beaucoup de débats par rapport à ça. Ok, donc ça c'est quoi? C'est un GPS. Vous avez la route et vous avez le GPS. Vous avez le véhicule dans lequel vous entrez pour obtenir soit la libération personnelle, soit l'éveil pour le bien de tous les êtres, et vous avez la vue. Ouais, c'est deux choses différentes. C'est très important de faire cette distinction-là. Le véhicule et la vue. Ouais. Ok, donc vous pouvez avoir une vue made in Prasangika, un GPS made in Prasangika, par exemple. C'est tout à fait possible. Ouais. Et donc, vous pouvez avoir une vue made in Madhyamaka en général. Vous pouvez avoir une vue made in Vaibhashika. Ouais, vous achetez un GPS made in China, par exemple. Hein? Oui, on pourrait dire ça. On pourrait dire que... Oui, exactement. C'est là où tous les Bouddhas se trouvent. Et Avignon, Montpellier, bon, pas pareil. Mais c'est exactement le même principe. Soit on va vers une direction, soit on va vers une autre. Et les écoles mahayanistes vont dire que même si vous allez à Avignon ou Montpellier, de toute façon, au bout d'un moment, vous allez arriver vers Aix-en-Provence. C'est-à-dire que même si vous obtenez la libération individuelle, vous allez de toute façon ensuite, au bout d'un moment, entrer vers la voie vers l'éveil. Mais c'est ce que diront certaines écoles. Certains diront que ce n'est pas possible. Ouais. OK. Afin que je comprenne définitivement ça, si on a suivi des études fondamentales qui ensuite on veut développer la bodhicitta, Oui. on est obligé de revenir et de recommencer Oui. une voie d'accumulation. Ah oui, nécessairement. Mais je comprends pas pourquoi, parce qu'une fois que c'est atteint la bonne vision, on va rien faire en arrière. Oui, mais qu'est-ce qui fait la différence quand on dit voie d'accumulation, qu'est-ce qu'on accumule? Et est-ce que ceux du véhicule fondamental ont accumulé une ère cosmique incommensurable de mérite? Oui, mais ils le font toujours avec leur nirvana. Ah, de toute façon, le nirvana est vraiment stable et définitif. Ça veut dire que, à part certains Vaibhashikas qui sont très rares, l'immense majorité des tenants vont dire non, on ne peut pas chuter de l'état d'arhat. Oui, en fait, Et donc, si on a obtenu la libération, c'est définitif. C'est ce qu'on a dit hier, le quatrième aspect de la troisième norme de vérité. Ouais, on y reviendra à Genève la fin prochaine. On va reparler des 16 aspects des quatre normes de vérité qui distinguent fondamentalement l'enseignement du Bouddha des autres traditions. Ça ne veut pas dire que certaines soient bonnes et d'autres pas bonnes. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que quand vous avez un magnifique bouquet de fleurs, le bouquet de fleurs est d'autant beau, d'autant plus beau quand toutes les fleurs sont spécifiques. Elles ont leur spécificité. Ouais. Mais donc là, c'est pareil. Ça veut dire que toutes les traditions sont bonnes. Elles aident de nombreux êtres, mais elles sont spécifiques. Et donc, les vues bouddhistes sont différentes des vues non bouddhistes. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. OK. Très bien. Très bien, très bien. OK. Et donc, toutes ces voies sont nécessairement comprises en 5 segments. C'est-à-dire que vous alliez à Montpellier ou à Aix-en-Provence, vous avez de toute façon 5 segments, 5 péages sur l'autoroute. On pourrait vous dire ça. Voie d'accumulation, voie de préparation, voie de vision, voie de méditation et voie au-delà de l'apprentissage. OK, on va voir ce que ça veut dire. Les 5 voies. OK. Voie d'accumulation, pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on avait vu dernièrement. Ça veut dire que, par exemple, là, on accumule des mérites.
On essaie d'avoir une bonne motivation, on étudie, on essaie d'être compatissant, etc. Donc, on a une accumulation de mérites. Ouais. Est-ce que ces mérites vont être inclus dans la somme de mérites nécessaires pour obtenir un fruit spirituel? Non. Exactement, sur la voie d'accumulation. Ouais. Ça veut dire que c'est une fois qu'on entre sur la voie d'accumulation, tous les mérites qui vont être développés vont être des causes directes du fruit spirituel qu'on veut obtenir. Alors, exactement, qu'est-ce qu'il faut pour entrer sur la voie d'accumulation? C'est quoi la définition d'une voie? Vous l'avez donnée la dernière fois. Vous n'avez certainement pas noté. La définition d'une voie, c'est Nyejung Samba Simbe Nuento en tibétain. C'est l'indice que je vous donne à chaque fois. Je vous donne l'indice en tibétain comme dans les jeux télé. C'est comme une voie. Une voie, exactement. Une voie, c'est un état de conscience. C'est une conscience, une voie. Parce que souvent, c'est traduit comme sentier ou comme chemin. Et donc, à l'époque, même à la FPMT, c'était traduit comme ça. Maintenant, on a standardisé et on a un peu changé. Grâce à Olga Blanken, qui a vraiment fait un travail super, et euh, Vénéral Dolce aussi, donc qui maintenant s'appelle Stéphane, Vincent Stéphane, qui est très érudit, qui était traducteur en Nalanda à l'époque. Et donc, tous les trois, on a fait un boulot vraiment extrêmement difficile, mais c'était passionnant. Et on a standardisé un petit peu à la FPMT le vocabulaire français pour essayer de le rendre un peu plus clair. Ok. Ça ne veut pas dire que ce soit définitif, hein, il y a encore des choses à améliorer, mais bon. Donc maintenant, on parle de voie, parce que sentier, chemin, ça fait un peu pédestre, ça fait un peu trekking dans l'Himalaya, non? Alors qu'une voie, c'est comme une voie d'eau. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la barque et qu'il y a une voie d'eau, ça veut dire quoi? Il n'y a plus d'obstacle entre vous et le lac. Et donc là, c'est pareil. Quand vous avez une voie, il n'y a plus d'obstacle entre votre conscience et ce qu'il faut réaliser, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc, bien sûr, on parle de chemin. Pourquoi? Parce que ça mène vers la libération. Donc, c'est aussi cette métaphore-là. Mais c'est surtout une voie dans le sens où il n'y a plus d'obstacle entre votre conscience et ce qu'il faut réaliser. Donc, la définition d'une voie, c'est une claire réalisation qui est associée ou conjointe à la pensée du renoncement. C'est une claire réalisation, ça veut dire une claire réalisation, c'est une réalisation spirituelle. C'est ça que ça veut dire. Une claire réalisation, c'est une réalisation spirituelle qui est conjointe à la pensée du renoncement. Ah non, quand là, par exemple, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que direct, c'est pas nécessairement le bon mot. Ça veut dire que ici, si on pense au renoncement, le renoncement, ou même bodhicitta, etc., ça peut être des consciences conceptuelles, mais ça peut être des réalisations quand même. Oui, oui, on pourrait dire spontané. Ça veut dire que ce n'est plus artificiel, ce n'est plus issu de l'effort. C'est ça que ça veut dire, une claire réalisation. Oui, exactement. C'est la différence entre expérience méditative et réalisation méditative. Des expériences, on en a tous. Des tonnes et des tonnes d'expériences méditatives qui peuvent nous arriver, etc. Mais ce n'est pas des réalisations, pas nécessairement. C'est stable. Exactement. C'est constant, c'est stable, c'est définitif. D'une certaine manière, c'est définitif. Même si certains peuvent chuter de la voie d'accumulation. Donc, définitif, ça, voilà. C'est pas encore tout à fait le bon terme. Ouais. Mais à partir normalement, de la voie de préparation, normalement, c'est définitif. Et surtout, les voies des arias, celles qui sont en jaune. Ouais, normalement, c'est comme si, par exemple, vous voulez voyager quelque part, vous prenez l'avion pour aller quelque part, pour aller aux États-Unis. Ouais, donc, avant d'aller à l'aéroport, vous pouvez encore changer de route. Vous pouvez dire, ah non, j'y vais pas. Ouais. Et donc, quand vous êtes au pied de l'avion, etc., vous pouvez encore dire, non, je vais retourner à la maison. Mais une fois que les portes sont fermées dans l'avion, vous pouvez plus dire, ah ben non, j'ai changé d'avis, c'est terminé. Ouais, donc une fois que vous êtes dans les voies des arias, vous allez de toute façon aller jusqu'au bout du chemin. Ouais. Ok. Donc ça, toutes ces voies sont bien sûr des voies, et donc ce sont des claires réalisations, donc des réalisations spirituelles conjointes à la pensée du renoncement. Au renoncement. Le renoncement, c'est quoi? Est-ce que c'est renoncer à la glace et à la fraise? J'espère que non. Est-ce que c'est renoncer au chocolat suisse? J'espère que non. Aux souffrances du samsara, c'est renoncer au samsara une fois qu'on a bien compris ce qu'était le samsara. D'où notre classe d'hier, nos classes d'hier. Bien comprendre le samsara, bien comprendre ce qu'est ce cauchemar, ce marécage, pour se dire, c'est terminé, j'en veux plus. Ouais.
On dit qu'on mort sur la voie d'accumulation. Oui. Et alors, on a la libération de moi à la partie de Dès qu'on a un renoncement spontané. Exactement, ça veut dire que notre conscience devient une voie. Ouais, notre continuum, notre conscience devient une voie d'accumulation, parce que dès l'instant où on a le renoncement spontané, ça veut dire que nuit et jour, on pense à obtenir la libération, à échapper au samsara, c'est terminé, on n'en veut plus. Ce n'est plus issu de l'effort. Nous, quand on essaie de méditer, etc., quand on se dit oui, les souffrances, tout ce qu'on peut éprouver, les souffrances grossières, les souffrances du changement, les souffrances omnipénétrantes, etc., on essaie de le comprendre conceptuellement, etc., et on essaie de générer quand même, malgré tout, une forme d'expérience. Mais cette expérience ne devient une réalisation que quand ça devient spontané. Quand on n'a plus besoin de méditer en long, en large et en travers sur les défauts du samsara, ça devient spontané. On est censé s'en rendre compte. C'est ce que dit Lama Tsongkhapa dans les 3 aspects principaux de la voie, hein, quand il dit que à ce moment-là, nuit et jour, on n'est plus attaché au plaisir samsarique et qu'on aspire à la libération, c'est là qu'on a obtenu le renoncement. Dans les 3 aspects principaux de la voie. Hein. Oui, il faut s'entraîner. Oui, on se rend compte si on a plus de renoncement ou pas. Si on a mais un renoncement, je veux dire, même ne serait-ce qu'artificiel. On sait si on est plus dans la simplicité ou si on est plus bouffé par la gratification immédiate des sens ou si on est plus dans non, il faut que je travaille sur mon esprit, etc. On sent déjà, non, déjà à notre niveau, j'imagine. Donc, j'imagine que quelqu'un qui a un niveau supérieur doit d'autant plus se rendre compte. Ouais. Alors, personnellement, je n'ai pas leur 06, donc je ne pourrais pas te dire qui est là, il n'y a pas de répertoire. Oui, j'imagine que oui, puisqu'on est habitué au samsara depuis des temps sans commencement. Il n'y a pas de début au samsara. Et donc, imaginez le temps au cours duquel c'est un temps infini, au cours duquel il n'y a pas de début, il n'y a pas de générique de début hein, dans le samsara. Il y a un générique de fin, mais pas le générique de début. Et donc, ça veut dire que c'est depuis toujours qu'on est dans le samsara. Et donc, c'est pourquoi ça prend d'autant plus de temps. Mais on est dans le samsara depuis toujours, mais on ne s'en souvient pas. C'est ce que dit Aryadeva. Donc, si on se souvenait de toutes ces expériences traumatisantes qu'on a vécues, ça ferait longtemps qu'on aurait cultivé le renoncement. Oui. Il y a des êtres comme ça qui sont totalement vraiment plus pris par ce samsara, etc. Et ce que dira Sasanté, c'est intéressant, il dira que même certains aryas de véhicule fondamental peuvent encore avoir, ceux qui sont de facultés plus basiques, peuvent encore avoir les préoccupations mondaines. Donc ça veut dire que ça nous donne du courage. Non? Si on se dit, si les aryas, eux, ils peuvent encore avoir des préoccupations mondaines, ça veut dire que si nous, c'est le cas, on ne va pas culpabiliser. On va se dire, il faut que je travaille, mais on ne va pas culpabiliser pour autant. Mais c'est vrai qu'on peut trouver des gens qui sont... mais c'est très difficile. Il faut... parce que plus on va demander à ces personnes-là, est-ce que vous êtes renonçant, est-ce que, etc., forcément, ils ne vont pas se la jouer, ils ne vont pas se la raconter. Ils vont dire, ah ben non. C'est comme... oui, exactement, tout à fait. Voir leur mode de vie, etc., voir leurs réactions, etc. Tout à fait. Les espionner. Exactement. Oui, la voie d'accumulation mayaniste. Et donc, lui, en plus du renoncement spontané, qu'est-ce qu'il a? Bodhicitta spontané, exactement. Alors, oui, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de ça parce que... alors, on va essayer de voir les diapos et si j'oublie, il faut qu'on en... Oui, oui, exactement. Alors, certains le disent. Certains le disent. Certains ont essayé. Ouais. Ça veut dire que ici, si on parle des 5 voies, ça veut dire que ça s'applique à tous les véhicules. Ça veut dire qu'au minimum syndical, il faut le renoncement spontané. Si en plus la personne a bodhicitta spontané, à ce moment-là, elle entre dans la voie d'accumulation mayaniste. Ouais, c'est ça qui fait la différence. Ok. C'est clair pour tout le monde? Ouais, ok. Très bien. Donc, on va reparler du bodhisattva. Ouais. Pourquoi?
On ne sait pas. Sa sainteté il a dit en 2016 à Tashilempo, il a dit si vraiment vous faites des efforts pour ça, vous pouvez vraiment cultiver votre bodhicitta dans cette existence. Et c'est vachement inspirant. Il y a aussi le maître de Venerable Gendambul, il n'y a pas longtemps, qui a enseigné Vénérable Pema Dorji, qui a dit ça aussi. Les Gendambul en parle dans le directeur de Tibet House à Delhi. Et il dit que l'un de ses maîtres, à une certaine période, était l'un des Grandan Tripa, à un moment donné, l'un des chefs de l'école de l'État, qui lui a dit Dorji, si vraiment tu fournis des efforts, tu peux obtenir la bodhicitta dans sa vie. C'est extrêmement émouvant. C'est wow, c'est juste magnifique. Ok. Et donc, on est en train de parler des voies d'accumulation et de préparation et les voies en jaune. Donc, les voies en bleu, en jaune, en réalité, n'ont aucune couleur, hein, parce que c'est des états de conscience. Donc, les voies en bleu sont des êtres ordinaires. Ça veut dire que ce ne sont pas encore des aryas, ils n'ont pas encore nécessairement la réalisation directe de la vacuité. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce sont des êtres extrêmement évolués parce qu'ils ont au minimum le renoncement spontané ou au minimum la bodhicitta spontanée. Donc, ce sont quand même des êtres extrêmement évolués spirituellement, mais ce sont encore des êtres ordinaires par opposition aux aryas. Les aryas, ce sont des êtres supramondains, des êtres supérieurs. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, c'est là où on peut faire la différence. Si on compare être ordinaire et bodhisattva, par exemple, il y a 4 possibilités. Si on fait le débat, on ne va pas en faire. Ouais. Ça veut dire que même si on parle de grands êtres, des êtres extrêmement qui ont développé un renoncement authentique, une bodhicitta authentique, etc., ce ne sont pas nécessairement encore des aryas. Ça peut être encore des êtres ordinaires. Ouais. Ceux qui ont bodhicitta spontané, ouais, ceux qui sont sur la voie mahayaniste. Ce sont des bodhisattvas, c'est sûr, mais ce ne sont pas des êtres, ce ne sont pas encore des aryas. Ouais. Par contre, ici, quand là on parle du Mahayana, en effet, ceux qui veulent obtenir l'état de Bouddha, à ce moment-là, ce sont des bodhisattvas qui sont des êtres ordinaires sur la voie d'accumulation et la voie de préparation et deviennent des arya bodhisattvas à partir de la voie de vision. Et ne sont plus des arya bodhisattvas sur la dernière voie, parce que ce sont des Bouddhas. Exactement. Ah, nécessairement. Ouais, nécessairement. Qui peut le plus, peut le moins. Si une personne a réalisé bodhicitta, cette personne a nécessairement réalisé le renoncement. C'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva. Elle dit comment est-ce qu'on pourrait espérer aider tous les êtres à échapper à la souffrance si on n'a même pas conscience de ce que représente la souffrance déjà pour nous. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ça joue? Ouais. Ok. Aussi, le renoncement, exactement. Tout à fait. Oui, ça va ensemble. Ça veut dire que quand on les médite, on peut les méditer de manière séparée. On peut d'abord méditer le renoncement, puis ensuite bodhicitta. Dans le Lamrim, c'est comme ça qu'on fait, c'est de manière ordonnée. Donc, ça veut dire que quand on génère une expérience artificielle du renoncement et de bodhicitta, ils peuvent alterner. Mais une fois que bodhicitta devient spontané, nécessairement le renoncement devient spontané aussi. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si quelqu'un a un renoncement spontané, ça ne veut pas dire qu'elle est bodhicitta. Parce que c'est quelqu'un qui serait survécu pendant. Ouais, ça vous parle? Ok, oh là là, c'est magnifique. Très bien, donc c'est pourquoi la dernière voie, la voie au-delà de l'apprentissage, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de s'entraîner. La personne, elle a obtenu, si par exemple vous voulez être médecin, et là vous étudiez la médecine, etc. Une fois que vous avez votre diplôme, vous devenez médecin, vous devenez infirmière, vous devenez prof, etc. Vous avez votre diplôme, vous avez votre statut. Vous n'avez plus rien à apprendre. Même si, logiquement, avec les avancées scientifiques, on a toujours des choses à apprendre. Mais il faudrait que le reste à faire, c'est de terminer les empreintes. à qui? On va la voie au-delà de la Alors, s'ils sont au-delà de l'apprentissage, ils n'ont plus d'empreinte, ils n'ont plus rien à apprendre. Ils n'ont rien. Ah, là, c'est l'état de Bouddha. Là, on parle de. Là, au niveau de un Bouddha pleinement éveillé, est-ce qu'il a encore des empreintes? Est-ce qu'il a encore un voile cognitif? Eh bien, c'est ça un Arya Bouddha, non? Au-delà de l'apprentissage. En fait, la voie dernière, c'est pour dire un peu. Exactement. C'est le 11e Bhumi. Avec des silences. Exactement.
n'as plus besoin de ta voiture. Tu es arrivé à destination, c'est fini. Le GPS te dit vous êtes arrivé à destination. Exactement. Ouais. Donc ici, c'est pourquoi parfois on dit Bodhisattva Yana, mais en fait c'est mieux de dire Mahayana, parce que Bodhisattva Yana, ça n'implique que les Bodhisattvas. Or, ça occulterait la dernière voie. Parce que la dernière voie, c'est pas la voie d'un Bodhisattva, c'est la voie d'un Bouddha. Ouais. Ok, très bien, très bien. Ensuite, à partir de la voie de vision, pourquoi la vision? Parce qu'on voit directement le nirvana. Oui, le nirvana, une partie du nirvana, on pourrait dire. On voit directement la vacuité, le nirvana naturel. Ouais, à la voie de vision, la personne voit directement, donc mentalement, hein, c'est une réalisation yogique, c'est pas sa conscience visuelle, c'est sa conscience mentale, qui voit directement sa propre sa véritable nature, la nature de son esprit, etc., etc. Ouais. Et donc, cette personne élimine déjà des afflictions acquises. Ouais. Et donc, dans les textes, il parle de le doute affligé, par exemple. Ça, c'est terminé. La personne n'aura plus de doute sur l'existence des trois joyaux, sur les quatre nobles vérités, sur la causalité karmique, etc., etc. Ouais. Et il y a d'autres vues, les vues fausses, la vue qui considère certaines pratiques incorrectes comme étant la source de la cause de la libération, etc. Les vues considérer certaines vues fausses comme suprêmes, etc. Tout ça, c'est définitivement éliminé à la voie des visions. Ouais. Et ensuite, la vue du destructible, la saisie égotique, et la vue des extrêmes. Il y a des aspects innés et des aspects acquis. Ouais. Et donc, les aspects acquis sont nécessairement éliminés à la voie des visions, et les aspects innés sont éliminés sur la voie de méditation. Ouais, ça veut dire qu'il faut enlever toutes les strates. C'est comme Venerable Gandhi dit, c'est comme quand vous mettez votre t-shirt dans la boue. Au début, vous allez commencer à enlever les gros grumeaux. Ouais, vous allez commencer à éliminer les morceaux de boue. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Éliminer les traces de plus en plus subtiles. Ben là, c'est pareil. On élimine d'abord les afflictions grossières et après, on élimine les afflictions de plus en plus subtiles. Ouais, ça joue? Ok. Maintenant, sur la voie de méditation, on élimine le voile afflictif inné et on va éliminer le voile cognitif. On va éliminer mais jusqu'aux empreintes. Non seulement on enlève l'ail dans la boîte, mais on va éliminer aussi l'odeur de l'ail dans la boîte. C'est ça qu'on va faire. Ok. Et donc après, ah oui, là c'est juste une distinction pour les termes. Quand on parle d'un être conscient, on parle d'un être qui a une conscience voilée. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Alors qu'un Bouddha, c'est un être qui n'a plus de conscience voilée. Donc techniquement, on ne peut plus l'appeler un être conscient. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que un Bouddha a une conscience, a un esprit. Donc littéralement, on devrait l'appeler Sentien en tibétain, qui a un esprit. Mais les maîtres tibétains disent non, il n'a pas d'esprit voilé. Donc on dira, ce n'est pas un être conscient. Mais ils sont prêts à accepter qu'un Bouddha soit une personne, Gangzak. Et Gangzak, ça veut dire totalement contaminé, littéralement. Donc ça, c'est pas très grave. Ok. Par rapport à la conscience conceptuelle, Oui. les Bouddhas ont quand même une conscience conceptuelle. Ah non, ils n'ont plus de conscience erronée. Une conscience conceptuelle est nécessairement erronée. Elle n'est pas nécessairement fausse, hein, elle est nécessairement erronée. Ils n'ont que des perceptions directes. Ok, très bien. Donc, un bodhisattva, c'est quoi? Ça mange quoi l'hiver? C'est quoi un bodhisattva? Un bodhisattva, donc c'est quelqu'un qui a un bodhicitta, spontané. Mais quelqu'un qui, dès qu'il rencontre des êtres, naturellement, il va avoir l'intention d'obtenir l'éveil pour tous les êtres. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de s'efforcer à méditer parce qu'on verra au module précédent, au module prochain sur la bodhicitta, comment développer bodhicitta, la causalité septuple, l'égalisation et l'échange de soi avec autrui. Il n'a plus besoin de méditer ça, hop, spontané. De manière spontanée, il va avoir des êtres, il va avoir envie d'obtenir l'éveil pour tous ces êtres. C'est ça un bodhisattva. Et donc, c'est quelqu'un qui cultive cette aspiration à obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut obtenir l'éveil pour accomplir le bien de tous les êtres sans exception? Oui, il y a plus de moyens, il y a plus de capacités. Pour être Ouais. omniscient. Exactement, il faut être omniscient, il faut posséder ce qu'on avait vu dans les trois joyaux. Vous vous souvenez la définition des trois joyaux qu'on avait vu à partir de l'Uttara Tantra Shastra? Je ne pense pas. Mais Arya Maitreya dit que un Arya Bouddha, ou un Bouddha joyau, on pourrait dire plutôt, un Bouddha joyau possède la sagesse infinie, la compassion infinie et la puissance infinie. Ça ne veut pas dire qu'il soit omnipotent, hein. Les Bouddhas ne sont pas omnipotents, sinon ils claqueraient dans les doigts, il n'y aurait plus de souffrance. Comme Thanos dans Avengers, hop, il claquerait dans les doigts et il n'y aurait plus de souffrance.
Ouais, sauf que lui, c'est autre chose qu'il fait. Il peut voir les vertus des vies passées, c'est ça. Oui, exactement. Tu peux voir les racines des vertus dans le continuum des êtres au cours d'un nombre infini de vies passées. Et donc, c'est ça la sagesse infinie. Ouais. Donc, la sagesse infinie, la compassion infinie, la puissance infinie sont nécessaires. Vous vous souvenez de l'exemple qu'on avait donné, c'est Vénère Gandalf qui en parle, qui dit par exemple, vous avez votre enfant qui va passer son bac de physique, par exemple, ou son examen de physique, de sciences physiques, etc. Donc, vous avez le père qui dit, OK, moi j'étais plutôt bon en physique, donc je vais pouvoir t'aider, etc. Donc, il regarde l'examen et dit, bon, alors laisse tomber, va demander au voisin. Le voisin est prix Nobel de physique. Ouais, et donc tu vas aller lui demander. Et donc, l'enfant ou la fille va demander, OK, va toquer à la porte, et il y a le prix Nobel de physique, il dit, quoi, qu'est-ce que tu veux? J'aimerais bien un coup de main pour la physique. C'est 5000 balles. OK, d'accord. Finalement, non. Et donc, le père dit, finalement, le voisin, OK, c'est trop cher, donc tu vas demander à ta mère, elle était excellente en physique à l'école, etc. Donc, elle pourra t'aider. Et donc, l'enfant demande à la mère, OK, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Et là, elle est trop fatiguée. Elle dit, franchement, j'ai passé une journée affreuse. Je suis trop fatiguée. Repasse dans une semaine. Mais ce sera trop tard. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le père, il a la puissance. Il a l'amour pour son enfant. Mais il lui manque la connaissance. Ouais. Le voisin, il a la force suffisante. Il a la connaissance suffisante. Mais il lui manque la compassion. Et la mère, elle a la compassion et elle a la connaissance, mais il lui manque la force. Et donc, c'est pourquoi il faut la compassion infinie, la sagesse infinie et la puissance infinie pour être en mesure d'aider tous les êtres sans exception. Ça vous parle? Et donc, c'est ça qu'on recherche à obtenir. Et donc, quand on parle de la sagesse infinie, ça veut dire aussi l'omniscience. Dans de nombreux cas, ça veut dire l'omniscience. Ouais, ça vous parle? Ok, donc un bodhisattva, il a plusieurs façons de cultiver sa bodhicitta. Il y a la façon qui est semblable au roi, ouais, comme quelqu'un qui dit, OK, moi je veux obtenir le sceptre, dès que j'aurai le pouvoir, de pouvoir aider mon peuple. Dès que j'aurai le pouvoir, je vais pouvoir aider facilement mon peuple. Je vais dire, OK, vous allez faire ci et ça, et comme ça, vous allez faire un système de santé gratuit, etc. Et donc, il pourra instaurer quelque chose d'utile à son peuple. Donc ça, c'est la bodhisattva semblable au roi. Ensuite, il y a la bodhisattva semblable au passeur. Ça veut dire que on est dans le même bateau. On va obtenir l'autre rive, on va atteindre l'autre rive ensemble, puisqu'on est dans le même bateau. Ouais, donc il dit, puissais-je faire en sorte d'obtenir l'éveil en même temps que tous les êtres. Ouais. Et la bodhisattva semblable au berger, qui est juste magnifique. Que fait le berger quand son troupeau doit aller dans la bergerie? Est-ce qu'il va, lui, aller boire son café sans se préoccuper des chèvres qui sont toujours dehors ou pas? Il va y entrer en dernier. Il attend que toutes les chèvres soient en sécurité et lui, il entre dans la bergerie en dernier. Ça, c'est l'attitude du berger. Et les bodhisattvas qui cultivent cette bodhicitta, elle est beaucoup plus puissante. Mais ça ne veut pas dire que ça arrive en réalité. En réalité, c'est ce que dira Arya Maitreya dans, je crois que c'est l'Uttara Tantra, je ne suis pas sûr, non? Je pense que c'est le Mahayana Sutra Ankara, qui dit que pour un bodhisattva qui cultive cette attitude, puisse tous les êtres obtenir l'éveil avant moi, sa bodhicitta est tellement plus puissante qu'il obtient l'éveil plus rapidement. Ouais, c'est comme si tu peux faire servir des petits gâteaux avant de Oui. Et les autres sont tellement contents de ton attitude qu'ils te présentent la part de gâteau en premier. Nécessairement. Oui. Exactement. Se dire, ah ben non, je vais pouvoir guérir les gens quand je serai encore en fac de médecine, mais pas encore médecin ou infirmier, etc. C'est pas logique. Ouais, c'est se dire, quand j'aurai la compétence, je pourrai aider les êtres, etc., se soigner, etc. Donc c'est comme ça qu'on est censé faire. Si on se dit, ah ben non, mais je vais commencer à aider les êtres, à faire de la chirurgie pour les êtres quand je suis encore, c'est quoi, c'est avant le bac, c'est quoi en Suisse, c'est quoi? Oui, au collège. Voilà. Moi, je vais faire la chirurgie quand je serai au collège. Qui va accepter qu'on le fasse? Non, c'est quand on aura nos diplômes de médecin, de chirurgien, etc. Là, oui, on pourra aider de manière efficace. Et pour l'éveil, c'est pareil. Si on se dit, puis-je obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres, c'est parce qu'on sait que l'éveil, avec toutes ses qualités magnifiques, peut aider les êtres sans aucune erreur, en accord avec leurs aspirations naturelles, leurs dispositions, leurs facultés naturelles. Ouais. Et donc, le bodhisattva, c'est un petit peu la troisième voie entre le samsara et le nirvana individuel. Ouais, ça veut dire que ni un bodhisattva ne va chercher à renaître dans le marécage,
Parce que sinon, comment est-ce qu'il pourrait aider les autres à se débarrasser, à surnager dans le marécage si lui, déjà, il est submergé par le marécage, ni ne va rechercher à être sur la berge tout seul. Donc, c'est pour les bodhisattvas, c'est ni le samsara, ni le nirvana. C'est une voie médiane entre les deux. Ouais, après la pause. Après la pause, on essaiera d'expliquer ça un petit peu plus. Et est-ce que j'avais d'autres diapos? Oui, ouais, ça c'est le même principe pour les arhats, pour l'éveil fondamental, être ordinaire, arya, arhat, ouais, pour la personne obtient la libération individuelle. Ok, très bien. Ta, 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 ta. Très bien, merci beaucoup. C'était un immense plaisir et on va continuer. On va essayer de parler cet après-midi un petit peu plus de ça, des bodhisattvas, des différents types de nirvana et ça va nous préparer pour la suite, pour les prochains modules, pour bodhicitta, la sagesse de la vacuité, etc. Merci beaucoup, bon appétit. Merci à toi, Christophe. Avec grand Appétit. plaisir. À tout à Merci à l'heure. tous. Salut, Christine. Salut Daniel.